La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. La compagnie UTA annonçait officiellement la disparition de l'avion. Très vite, il apparut que l'appareil avait dû exploser en vol. L'alibi du colonel Kadhafi au banc des accusés. Il s'agit de condamner absolument sans la moindre nuance tout acte terroriste. Dans cette émission, nous cherchons toujours à faire résonner les époques, à comprendre comment l'histoire et l'actualité résonnent. Il arrive que les deux s'encastrent littéralement l'une dans l'autre pour faire apparaître des faits, une réalité explosive. C'est exactement ce qui est arrivé au procès de l'ancien président français Nicolas Sarkozy il y a quelques mois. Quand sont apparus de manière très claire les liens entre Nicolas Sarkozy, deux prévenus, Claude Guéant et Brice Hortefeux, et un attentat perpétré par le régime libyen, un attentat qui a fait 170 victimes, dont 54 Français. C'est précisément le lien entre ces deux événements que nous retissons dans cet épisode. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'Histoire continue. Si on vous demande pourquoi l'ancien président Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné à 5 ans de prison, vous répondrez sans doute pour une histoire de corruption, voire plus précisément parce qu'il a reçu de l'argent de la Libye pour sa campagne présidentielle en 2007. Peu répondront à cette question parce qu'il a reçu de l'argent de la part d'un terroriste, une personne condamné par la justice française à la perpétuité pour la mort de 170 personnes. C'est pourtant exactement ce qu'il s'est passé. C'est en tout cas ce qu'a établi la justice à travers deux jugements, celui du procès contre l'attentat du vol UTA 772 en 1989 et celui tout récent contre Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Oui, le 19 septembre 1989, un avion de la compagnie UTA explose en plein vol au-dessus du Niger. Il laisse 54 familles françaises endeuillées. On appelle aussi ce drame l'attentat du DC-10, du nom du modèle de l'appareil. 2 ans plus tard, l'enquête pointe la responsabilité d'un homme très haut placé dans le régime, Abdallah Senoussi. C'est lui, vous allez l'entendre, qui fait le lien entre les deux affaires. Puisque c'est lui qui a donné l'argent libyen, c'est avec Abdallah Senoussi qu'un pacte de corruption a été conclu une nouvelle fois. C'est ce qu'a fait apparaître la justice française. Alors pour nous aider à raconter cette histoire, nous recevons aujourd'hui Daniel Klein. Bonjour. Bonjour. Vous avez perdu un frère dans l'attentat contre le vol 772 de la compagnie UTA. Vous faites partie du collectif de victimes, les filles du DC-10. Vous avez assisté aux deux procès, celui sur l'attentat lui-même en 1999 et celui aujourd'hui de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous qu'on parle aujourd'hui de cette histoire ? À vrai dire, il y a pour moi plein de raisons qui me paraissent indispensables au fait que je sois présente dans ce procès. Avec cette histoire de pacte corruptif, on touche à quelque chose de très important qui est en fait le respect des citoyens. Et un autre aspect qui est très important, c'est que c'est quasiment la première fois en France qu'on se retrouve face à une histoire qui mêle à la fois la corruption et le terrorisme. Et ça, c'est complètement exceptionnel. Donc, il était évident que je ne pouvais pas faire autrement que d'être partie civile dans ce procès avec mes amis, les femmes du petit collectif que nous avons créé, qui s'appelle maintenant les filles du DC-10. Nous sommes également avec Thierry Lévesque. Bonjour Thierry Lévesque. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et vous avez couvert ce procès pour le média lesjours.fr. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est la même question, pourquoi c'est important pour vous de reparler de cette affaire ? Eh bien, en fait, comme l'a dit Madame Klein, deux faits majeurs de l'histoire récente française sont en réalité liés. Cet attentat et la corruption menée par l'équipe Sarkozy pour la campagne de 2007. Effectivement, c'est l'affaire sans doute la plus grave de corruption de la Ve République, puisque là, on ne parle pas de marché truqué ou d'emploi fictif, on parle de traité avec une dictature étrangère, l'objet du marché étant justement d'essayer de blanchir ou d'adoucir le sort d'Abdallah Senoussi, donc l'auteur d'un attentat où ont péri 54 Français. Donc ce lien, il a été formellement établi lors de l'enquête et lors du procès, il en a été beaucoup question et il est en réalité au cœur de cette histoire de corruption et c'est vrai que ça n'est pas beaucoup apparu en réalité dans la couverture qui a été faite de cette affaire dans les médias, on va dire, les plus suivis en France.
Pour essayer de comprendre tout ça, on se replonge d'abord dans nos archives pour raconter dans un premier temps l'histoire de ce terrible attentat qui a donc causé la mort de 170 personnes. « 19 septembre 1989. La soirée avance à l'aéroport Charles de Gaulle, en banlieue de Paris. Dans le hall des arrivées, la première ligne du grand tableau noir reste bloquée. Depuis des heures, le cliquetis s'est interrompu. Les autres vols continuent à remonter dans le tableau au fur et à mesure des atterrissages. Mais les lettres blanches, vol UT 772, restent désespérément immobiles. Suivi des mots delayed, retardé. C'est peu après le décollage du DC-10 de N'Djamena, la capitale du Tchad, que le dernier contact radio avec l'appareil avait eu lieu hier en début d'après-midi. Le soir, la compagnie UTA annonçait officiellement la disparition de l'avion, sans plus de commentaires. L'avion a disparu. Il a décollé de Brazzaville plus tôt dans la journée, a rejoint N'Djamena au Tchad pour une escale, avant de redécoller. À bord, il y a 170 personnes, beaucoup de Français, beaucoup de Congolais, des Tchadiens, un Italien, un Canadien, un Belge. 20 minutes plus tard, à 12h30 GMT, un contact est établi par le contrôle aérien. Le commandant de bord, Georges Ravenot, ne signale aucune anomalie à bord. 20 minutes plus tard, il doit de nouveau établir un contact pour signaler la position de l'appareil. Mais là, silence radio. L'avion a disparu des radars. Dans l'après-midi, les recherches sont lancées. Elles durent toute la nuit. Ce matin, le DC-10 était localisé par un transal militaire français en territoire nigérien à 650 km au nord-ouest de N'Djamena, en plein désert. Très vite, il apparut que l'appareil avait dû exploser en vol. Parmi les passagers, un ministre tchadien et l'épouse de l'ambassadeur américain au Tchad. Une grande ombre de suie noire marque le sable clair du désert du Ténéré en plein Niger. Plus loin, il ne reste presque rien du cockpit de l'avion. Les lettres UTA, frappées sur la carcasse, sont déchiquetées. Il y a des débris, 50 km à la ronde. Les 170 passagers sont morts et tout de suite, une question surgit. Pourquoi ? Il n'y a aucune revendication. Mais il y a une sorte de précédent, un autre vol qui a explosé en plein ciel quelques mois plus tôt. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 de la Pan Am, qui reliait Londres à New York, se disloque au-dessus d'un petit village écossais, Lockerbie. L'explosion fait 270 victimes. En cette veille de Noël 1988, il avait fallu aux experts une semaine pour qualifier l'explosion d'attentat. L'explosion en vol du Boeing était provoquée par un engin explosif, a annoncé à Lockerbie le responsable de l'enquête au ministère britannique des Transports. M. Mick Charles a annoncé que les enquêteurs avaient découvert des preuves irréfutables d'une déflagration provoquée par un engin explosif de forte puissance. Des traces d'explosifs ont été découvertes sur l'armature d'un compartiment à bagages qui était analysé par les laboratoires de l'armée de l'air à Fort Halstead, dans le Kent. Les ressemblances entre les deux drames sont troublantes. L'enquête sur l'explosion du vol UTA 772 est alors confiée à un homme. Le juge Jean-Louis Bruguière est un spécialiste de l'antiterrorisme. Il lui faudra 2 ans d'enquête pour parvenir à établir des liens, comme pour l'attentat de Lockerbie, avec la Libye. Bonsoir. La Libye du colonel Kadhafi au banc des accusés, après la mise en cause d'agents secrets libyens, dont les attentats contre le Boeing de la Pan Am à Lockerbie, 270 morts, et celui contre un DC-10 de la compagnie UTA, 171 morts. Pour comprendre pourquoi le juge Bruguière est parvenu à la conclusion que le régime libyen est impliqué dans l'attentat du vol UTA 772, il faut remonter plusieurs décennies plus tôt.
Le 1er septembre 1969, Mouammar Kadhafi est à la tête des jeunes officiers qui renversent sans effusion de sang la monarchie féodale et sénile du roi Idriss. Mais l'horizon du jeune colonel dépasse déjà et de loin les sables libyens. De l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, il a hérité un rêve, la grande nation arabe, de l'Atlantique au golfe Persique. 2 fois, 5 fois, 6 fois, il proclame la fusion de la Libye avec les pays frères, Égypte, Soudan, Syrie, Tunisie. À chaque fois, c'est l'échec, et le monde arabe est plus divisé que jamais. Mais pour Kadhafi, l'histoire va au-delà de l'immédiat. Mouammar Kadhafi prend les rênes d'un pays riche de son pétrole. Il y développe les infrastructures, l'éducation, mais tient la population d'une main de fer. Liberté d'expression muselée, surveillance permanente. En 1981, Mouammar Kadhafi donne une interview à la RTBF. Il veut mettre en œuvre un panarabisme social, mener les pays arabes à une grande révolution qui les unira. Je considère que toutes les tentatives que j'ai faites envers l'unité arabe ont contribué vers le rapprochement du jour de l'union totale. Ce sont des tentatives qui se poursuivent encore. Le colonel Kadhafi veut libérer les pays arabes des ingérences américaines ou françaises. La manne pétrolière lui permet de s'armer et d'armer diverses rébellions, voire mouvements terroristes, dans les pays arabes. Les tanks russes, les mirages français, les chasseurs M1 est-allemands et les fusils belges comme ceux qui servent à l'entraînement de ces jeunes filles, le pays de Kadhafi est aux yeux de certains un véritable arsenal, prêt pour toutes les interventions, chez les voisins arabes, au Tchad, en Afrique noire et pourquoi pas dans le monde entier. Car existe aussi l'image d'un Kadhafi, organisateur ou protecteur du terrorisme international. Protéger les pays arabes, quitte à leur mettre la main dessus. Nous sommes au début des années 80 et Mouammar Kadhafi a des vues sur un de ses voisins, le Tchad. Et ça, les Américains et les Français veulent l'éviter à tout prix. C'est ce que vient raconter le journaliste Hugues Lepage sur le plateau du journal télévisé. Les Occidentaux ne tiennent pas à ce qu'un régime pro-libyen s'installe à N'Djamena. La Libye, c'est vrai aussi, mène une politique expansionniste en Afrique. Le colonel Kadhafi a déjà tenté d'imposer dans le passé une fusion sans lendemain avec le Tchad. Du côté occidental maintenant, les raisons d'intervenir sont diverses. Pour les Américains qui s'engagent pour la première fois aussi nettement sur le continent africain, la bête noire, c'est Kadhafi. C'est connu. De nombreux dirigeants américains rêvent d'en découdre avec la Libye, mais en même temps, Washington a fait habilement pression sur la France afin qu'elle s'engage davantage, comme le demande avec insistance le président Hissène Habré. Et cette fois, un pas important a été franchi. 500 de ces paras-français sont en route ou déjà arrivés à N'Djamena. Officiellement, il s'agit d'instructeurs spécialisés qui ne participeront pas directement au combat, mais l'engrenage sera difficile à éviter. L'engrenage, en effet, est en marche. Les Américains prennent des sanctions économiques contre la Libye. Les armées s'affrontent dans le golfe de Sirte. En mars 1986, un Boeing de la TWA, compagnie américaine, est victime d'un attentat. Derrière les derniers attentats se profile évidemment l'ombre du colonel Kadhafi et l'on pense à une vengeance de la Libye après les récents accrochages militaires avec la 6e flotte américaine dans le golfe de Sirte. Le colonel Kadhafi a nié dès hier soir toute participation libyenne à l'attentat contre la TWA. Kadhafi nie, Ronald Reagan, le président américain, réplique sans équivoque. We know that this Nous savons que ce chien enragé du Moyen-Orient a pour objectif une révolution mondiale, une révolution fondamentaliste musulmane qui vise nombre de ses propres compatriotes arabes. Et où nous nous situons dans tout ça ? Je ne sais pas, peut-être sommes-nous simplement l'ennemi parce que c'est un peu comme escalader l'Everest, parce que nous sommes là. Les États-Unis bombardent les villes de Tripoli et de Benghazi. La Libye est mise au banc du monde occidental. Kadhafi est un terroriste. En 1988, survient l'attentat de Lockerbie. En 1989, le vol de la compagnie UTA s'écrase dans le désert du Ténéré
et fait 170 victimes. Il faudra donc 2 ans pour faire le lien avec la Libye. Il y a responsabilité. Le président français François Mitterrand en tire des conclusions. Il faut, dit-il, sanctionner le régime libyen. Et que cette responsabilité entraînera, bien entendu, un certain nombre de conséquences. Il s'agit de condamner absolument, sans la moindre nuance, tout acte terroriste, d'en tirer la conséquence à l'égard de ceux qui s'y livrent. Ce raisonnement s'applique à la Libye comme à tout autre. Le juge Bruguière a donc trouvé les hommes qu'il cherchait. La justice française met sa machine en branle. La justice française qui a inculpé 4 hauts responsables libyens, dont le beau-frère de Kadhafi, pour l'attentat contre l'avion de l'UTA en septembre 89. Ils sont finalement 6 inculpés, membres des services secrets et diplomates. Parmi eux, un certain Abdallah Senoussi. Il est le beau-frère de Mouammar Kadhafi, très haut placé dans les services de renseignement libyens. Il a fourni une valise grise remplie d'explosifs. Il a donné l'instruction de l'embarquer dans le vol UTA 772 à Brazzaville. C'est lui qui a contrôlé les opérations. Maintenant que les suspects sont identifiés, les familles réclament justice. La seule chose que je demande, c'est que ces 2 Libyens soient extradés, qu'ils soient jugés par nos tribunaux et qu'ils soient punis s'ils sont coupables. Éventuellement, s'en prendre au colonel Kadhafi, parce que c'est en fait lui le responsable, le grand responsable. La justice française mettra encore plusieurs longues années avant d'être rendue. Le 8 mars 1999, le procès démarre à Paris. Cela fait près de 10 ans qu'ils attendaient ce moment. Les familles des 170 victimes tuées dans l'explosion du vol 772 d'UTA Brazzaville-N'Djamena Paris. Restituer ce drame dans la mémoire collective, souhaite l'avocat de SOS Attentat, une des 239 parties civiles. Le 19 septembre 89, le DC-10 qui a décollé de Brazzaville survole le désert du Ténéré au Niger et disparaît soudain des écrans radars. Les débris de l'appareil sont éparpillés sur 50 km², aucun survivant. L'enquête détecte des traces de peintrite, un puissant explosif. Plus tard, le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière délivre des mandats d'arrêt internationaux contre 6 membres des services secrets libyens, dont le beau-frère de Kadhafi, accusé d'avoir fait embarquer à Brazzaville la mystérieuse valise grise. Mouammar Kadhafi a refusé de livrer son beau-frère et les autres accusés à la France. Ils sont donc absents du procès qui dure 3 jours. Le 10 mars, le jugement est rendu. La cour d'assises de Paris n'a pas traîné. Elle a condamné aujourd'hui par contumace 6 Libyens, agents secrets et diplomates à la prison à vie pour l'attentat contre le DC-10 de la compagnie française UTA qui avait fait 170 victimes en septembre 89 au-dessus du désert du Ténéré. Parmi les accusés, il y avait l'ancien numéro 2 des services secrets libyens, le beau-frère du président Kadhafi. À la sortie de l'audience, pour les familles, il y a une part de soulagement. Je sais que ça ne nous rendra pas notre fils. Ça ne nous rend rien, mais il y a un soulagement et je suis qu'une pauvre, une maman de victime, mais j'aimerais bien que les gouvernements, je ne sais pas comment ça se passera, mais j'espère bien qu'on arrivera à les rattraper et puis qu'ils seront pris un jour parce qu'ils doivent payer. Les coupables, condamnés par la justice, doivent payer. C'est ce que demandent les familles. C'est pourtant exactement l'inverse qui va se produire. La première, l'histoire continue. On évoque l'attentat du vol UTA en 1989 et les liens avec l'affaire Sarkozy. Nous sommes avec Daniel Klein, membre du collectif de victimes Les Filles du DC-10. Vous avez assisté aux 2 procès sur l'attentat lui-même et celui de Nicolas Sarkozy. Avec nous également Thierry Lévesque, qui est journaliste indépendant et qui a suivi pour le média lesjours.fr, lui aussi, le procès Sarkozy. Daniel Klein, vous avez donc suivi ce procès en 1999. Vous avez perdu un frère dans cet attentat contre le vol UTA 772. Dans quel état d'esprit est-ce que vous sortez de ce procès en 1999 ? D'abord, c'est très émouvant pour moi de réécouter des archives sur ce procès auquel j'ai assisté. Il est dit que le procès a duré 3 jours, 170 morts, 3 jours. Pour dire la vérité, il devait durer, je crois, 2 jours. Et en fait, on a réussi à obtenir un petit peu de rab. Je dis ça, c'est un peu provocateur de ma part.
Mais ça veut bien dire qu'à l'époque, il y a déjà quelque chose qui finalement n'allait pas, parce que 3 jours de procès pour 170 victimes, c'est totalement déséquilibré. Maintenant, quand nous sommes sortis de ces 3 jours de procès, nous étions effectivement un peu soulagés. Ça faisait 10 ans qu'on l'attendait, ce procès. On a assisté à un procès extrêmement technique, où on nous a décrypté chirurgicalement le contenu de la bombe et ce genre de choses. À aucun moment on a donné la parole aux victimes, à aucune victime, et ça a été un procès de tribunal à avocat. Mais à l'époque, nous étions, nous les familles du décédiste, un peu naïves et trop disciplinées, en fait, à mon sens. Quand on est sorti de ce procès, je m'en souviens très bien, sur les marches, on s'est dit, c'est déjà ça. Et on fait confiance à la justice, on fait confiance en notre gouvernement, il va se passer autre chose, ce n'est qu'une première étape. Et en fait, dans les années qui ont suivi, très vite, on a vite déchanté. Pourquoi ? Parce qu'on a vu très vite revenir en France les hauts dignitaires libyens, d'abord en douce, en loose D, dès les années 2000, et on s'est rendu compte que ce procès était un procès de papier, en fait. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on passait à la trappe. En effet, peu à peu, le régime libyen va être réhabilité par les autorités françaises, notamment sous Nicolas Sarkozy. Comment est-ce que vous comprenez que l'histoire est en train de ressurgir ? Cette histoire pour laquelle il y a eu un procès, et vous dites un procès de papier, elle est en train de ressurgir, et elle est en train de ressurgir dans un autre dossier en lien avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Alors, là aussi, c'est en fait une histoire complètement folle, complètement dingue. Il y a une dizaine d'années, moi je commence à lire Mediapart, des papiers qui commencent à parler de ça. Et j'en tombe de l'armoire, parce que très vite, ces articles de ces journalistes, Fabrice Arfi et Karl Lasque, viennent nous dire il s'est passé des choses au moment de la campagne de Nicolas Sarkozy et la Libye de Kadhafi et de Senoussi, l'organisateur de l'attentat du DC-10. Je n'en reviens pas. Donc, j'essaye, très vite rejoint par Johanna Brett, la fille d'une hôtesse, qui est de la 2e génération, je dirais, des familles endeuillées de l'attentat. Elle avait 1 an et demi quand sa maman est morte, elle était hôtesse. On décide de remobiliser les familles avec lesquelles nous sommes encore en contact pour leur dire « faites attention ». Maintenant, il faut qu'on soit en alerte parce qu'il y a un média français qui est en train de nous dire des choses. Ça a pris un certain temps, tellement c'était dingue, je ne vous le cache pas. Les autres familles n'y croient pas ? Pendant un moment, les familles n'y croient pas. On vient nous dire, mais c'est un média de gauche, c'est Mediapart, faut faire attention, fake news, etc. Mais enfin, on se rend compte quand même assez vite que c'est très documenté, que ça a du sens, et que la justice surtout s'y intéresse. À partir de ce moment-là, on pouvait plus, se cacher, être dans le déni. Et donc, ça a été pour nous tout un travail de remobilisation des familles, et de leur faire prendre conscience qu'on allait, en fait, se retrouver à nouveau face à une histoire complètement folle dans laquelle on allait avoir une place très importante à prendre avec, l'historique de la première génération qui était de dire, attention, là, on ne va pas se comporter de la même façon que la première fois en 99. C'est-à-dire que là, il faut être beaucoup plus vigilante et beaucoup plus sur le coup, je dirais, parce que c'est d'une gravité extrême. Alors Thierry Lévesque, vous êtes journaliste indépendant, vous allez suivre ce procès pour le site lesjours.fr. Comment est-ce que vous prenez conscience du lien entre ce procès Sarkozy et puis cette affaire de l'attentat du DC-10 ? Alors, c'est apparu immédiatement, en fait, dans l'instruction qui a été menée sur la corruption présumée Sarkozy, C'est-à-dire que ce qui s'est passé après ce procès de 1999, qui visait donc le beau-frère de Kadhafi, numéro 2 du régime, c'est que très vite, la raison d'État a imposé un retour un peu en cours diplomatique au plan mondial de la Libye, puisqu'il faut pas perdre de vue un événement, le 11 septembre 2001, que Kadhafi condamne,
Et donc à ce moment-là, les puissances occidentales se rapprochent de la Libye. D'abord parce que c'est un allié possible contre le djihadisme, en tout cas il est vu comme ça, et d'autre part parce que c'est un pays riche en pétrole, etc., et donc solvable, et donc bien sûr les convoitises économiques s'attisent. Donc dans ce contexte, plusieurs pays, pas seulement la France, et la France déjà sous M. Chirac se rapproche de Kadhafi. M. Chirac a fait une visite officielle chez Kadhafi avant celle de Sarkozy. Mais là où ça va s'aggraver lourdement, c'est que Sarkozy, qui est en rivalité avec les Chiraciens, Dominique de Villepin à l'époque de la course à la présidentielle 2005-2007, eh bien va aller chercher de l'argent en réalité, parce qu'il n'est pas sûr d'être le candidat officiel du parti chiracien. Il y a une rivalité interne, donc il a besoin de se constituer un trésor de guerre en quelque sorte. Et l'enquête a démontré que va s'établir une sorte de marché. On va négocier en Libye des versements d'argent pour la campagne Sarkozy, clandestin bien sûr, en échange d'une promesse de faire lever le mandat d'arrêt international qui pèse sur M. Senoussi. Parce que c'est ça le problème de M. Senoussi. Il a un mandat d'arrêt international délivré par la cour d'assises, par la France, donc il ne peut plus voyager. Et ça, Kadhafi et Senoussi veulent absolument le faire lever. Donc ce sera un des leviers, on va dire, de la négociation qui va se dérouler dans ces années 2005. Daniel Klein, vous vous constituez partie civile. Qu'est-ce que vous apprenez dans le procès sur ces liens entre Abdallah Senoussi et Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux? Qu'est-ce qui apparaît, en fait, que vous ne saviez pas? Sur les faits que nous connaissions déjà, qui étaient quand même très documentés par l'enquête de Mediapart, ce qu'on apprend, c'est, je dirais, les détails. Le détail, par exemple, des rencontres entre Claude Guéant, Hortefeux, et Abdallah Senoussi. Enfin, il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie pour nous, les familles du décès 10. Senoussi, c'est une image qui nous obsède depuis 37 ans ou 35 ans. C'est l'assassin de nos proches. Ce monsieur dîne avec Hortefeux et Guéant, les plus proches amis et lieutenants de Nicolas Sarkozy. Le simple fait de le dire, là, vous voyez, encore avec vous, c'est quelque chose qui me met dans une émotion incroyable. Et au cours du procès, c'est ce type d'informations sur lesquelles on va essayer d'en savoir plus, d'avoir le contenu des échanges, par exemple, de ces deux dîners avec Abdallah Senoussi. Et on va voir les pages une à une de ce roman rocambolesque se tourner. Toute l'ingénierie bancaire qui va permettre de faire circuler les fonds libyens. On va comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne. On va voir arriver à la barre deux membres d'une famille richissime, les Boukchan. Ils vont nous expliquer pourquoi ils sont là et comment ils se sont fait embarquer dans cette histoire rocambolesque. Et puis on va arriver sur les lieux d'une maison à Mougins dans le sud qui va être vendue puis revendue. Enfin, c'est un roman totalement délirant, mais qui va nous permettre de comprendre de l'intérieur toute l'ingénierie en fait bancaire et humaine aussi, parce que ce sont des hommes à la tête de tout ça, qui vont mettre en place en fait un pacte de corruption extrêmement fort, extrêmement bien constitué autour de Nicolas Sarkozy, qui lui ne cesse de dire qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Ce qui est assez incroyable en fait quand on assiste aux audiences les unes derrière les autres, parce qu'on a l'impression qu'il y a toute une bande en fait de messieurs qui s'organisent les uns avec les autres, qui se connaissent, qui dînent ensemble, qui déjeunent dans des palaces parisiens, et dans son bureau occupé à organiser une campagne, Nicolas Sarkozy qui ne cesse de répéter qu'il est totalement innocent. À un moment d'ailleurs, du procès, Nicolas Sarkozy qui arrive, en tant qu'accusé, avec un bracelet électronique quand même à la cheville, qui est le résultat d'une précédente enquête. Et sachant que la précédente enquête est quand même liée aussi à la nôtre. Donc c'est une histoire absolument délirante à laquelle on assiste, on prend beaucoup de notes et on comprend énormément de choses en fait. La première, l'histoire continue.
On redessine donc les liens entre ces deux affaires, l'attentat contre le vol UTA 772 en 1989, cette personnalité d'Abdallah Senussi qui a commandité cet attentat, et puis ses liens avec le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Thierry Lévesque, c'est quoi les liens précis entre Abdallah Senussi et Nicolas Sarkozy? Il a donné l'argent pour la campagne. C'est vraiment ça qu'établit le procès? Oui, il faut le dire, effectivement, le jugement qui a été rendu fait état de preuves, en réalité, de ces tractations. Quelles sont ces preuves? C'est très simple. En 2005, il y a d'abord 2 rencontres qui ont été reconnues au procès, donc entre Hortefeux-Guéant d'une part et Senussi d'autre part, et qui encadrent une visite officielle de Sarkozy en Libye où il rencontre Kadhafi. Donc bien sûr, au procès, Hortefeux et Guéant ont raconté qu'ils avaient parlé de la pluie et du beau temps, ce qui est pas possible à croire puisque ce monsieur est sous mandat d'arrêt international pour en fait un crime de masse envers des Français. On a aussi démontré qu'il y avait eu une transaction financière avec un document, une preuve matérielle qui a été retrouvée dans le journal intime de l'ancien ministre du pétrole de Kadhafi, Choukri Ghanem, qui est mort à Vienne en 2012. Donc à ce moment-là, la police viennoise a fouillé ses logements. Elle en a retrouvé un aux Pays-Bas. Là, on a mis la main donc sur son journal intime, et dans son journal intime où il raconte des faits banals ou plus importants, au milieu d'une page de 2006, il explique qu'il a rencontré Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Kadhafi, et le fils Kadhafi, et que donc ils ont fait état, et aussi Senussi, elles ont fait état donc de versements. Il est question de 6,5 millions d'euros par 3 filières différentes, dont les services spéciaux libyens dirigés par Kadhafi. Et d'ailleurs, Choukri Ghanem ajoute dans ce journal que, à titre personnel, il ne croit pas que ces sommes puissent changer la politique française. Donc ce document, dont l'authenticité n'est pas vraiment contestée d'ailleurs par la défense, établit donc qu'il y a eu un échange financier. Et par ailleurs, on va en établir la matérialité, puisqu'on retrouvera des flux financiers exactement des montants portés sur ce document, sur un compte ouvert au Liban tout exprès par Ziad Takiadine, un autre protagoniste de cette affaire, un affairiste franco-libanais qui a servi d'intermédiaire. Donc, il est démontré matériellement, selon le jugement du tribunal de Paris, que les discussions Hortefeux-Guéant-Senussi ont abouti sur un accord, en réalité, de versement d'argent, et que ces versements ont été matérialisés. Simplement, ce que dit le jugement, c'est qu'après, on n'a pas la démonstration que cet argent a irrigué la campagne de Sarkozy. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'il est allé ailleurs, peut-être qu'on l'a gardé. Mais de toute manière, juridiquement, avec tout ça, le pacte corruptif, ce qu'on qualifie juridiquement de pacte corruptif, donc la corruption, est démontré. Voilà. Ce pacte corruptif... Si M. Sarkozy dit et continue de répéter qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'est pas impliqué, etc., ces documents-là, selon le tribunal, établissent formellement cette transaction. Ce pacte corruptif, c'est donc bien Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux reçoivent de l'argent de la Libye en échange de l'amnistie d'Abdallah Senussi. Daniel Klein, ça signifie aussi pour vous, qui êtes arrivé comme partie civile à ce procès un peu sur la pointe des pieds, qu'en fait, d'une certaine manière, vous êtes au cœur de ce procès? Tout à fait. Il ne faisait pas de doute pour nous qu'on avait une place très importante à jouer dans ce procès, mais c'était quelque chose quand même qui était tout à fait aléatoire en fait dans le déroulé du procès. Pour nous, moralement, il fallait qu'on y soit. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure, et je crois qu'il y a eu un basculement quand en janvier, le 23, je crois, nous avons toutes témoigné. Je crois qu'il y a eu un basculement parce que on est venu exprimer notre chagrin, qui nous étions, ce qu'on attendait de ce procès, avec des mots très simples. Et il y a eu une prise de conscience que l'attentat, en fait, et le préjudice fait aux familles était absolument fondamental, était tout à fait au cœur, en fait, de cette histoire. Donc notre présence a absolument influencé le jugement, le verdict. On ne s'y attendait pas, et pour ne rien vous cacher, on était dans un suspense extrêmement aigu, extrêmement fort pour nous, puisque jusqu'au dernier jour, jusqu'au verdict, on ne savait même pas si notre constitution de partie civile allait être acceptée.
Donc on a fait un chemin à la fois humain et citoyen extrêmement puissant, fort, émotionnellement assez lourd à porter, mais qui nous a convaincus que c'était indispensable et surtout qui nous a mis, bien sûr, dans l'idée qu'il fallait qu'on continue de se porter partie civile dans le procès en appel qui va démarrer en mars. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'attitude de Nicolas Sarkozy pendant le procès et après, vous qui avez tout suivi? C'est quelqu'un qui a pris une place énorme, il parle tout le temps. Il dit un peu tout et n'importe quoi, il va jusqu'à évoquer des choses même très intimes de sa vie. Je dirais qu'il a une attitude débordante. Et puis en même temps, il est très poli vis-à-vis et très urbain vis-à-vis du tribunal. Moi, ce qui m'a particulièrement choqué, vraiment, parce que c'est aussi quelqu'un qui ment beaucoup, c'est son attitude le jour du verdict. Il remercie la présidente. Il s'excuse, il commence toujours ses phrases par « permettez-moi, je m'excuse, voulez-vous me pardonner d'eux ?» Voilà. Et puis on a l'impression qu'il accepte d'une certaine façon les 5 ans de prison et le verdict très lourd qui vient d'être prononcé. Ok. Et puis on sort. À peine sorti du tribunal, la porte était encore à moitié ouverte. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Nicolas Sarkozy devant un bouquet de micros qui vient expliquer à la France entière que, à travers lui, c'est la France qu'on attaque, que le tribunal et la juge étaient pleines de haine à son encontre et il sombre dans une agressivité, une brutalité qui n'avait rien à voir avec les paroles qu'il venait de tenir 3 minutes avant devant le tribunal. Et ça, c'est le personnage, en fait, de Nicolas Sarkozy. On a l'impression qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur de cette même tête. C'est extrêmement choquant parce que, pour nous, les familles du décédiste, nous sommes des victimes de terrorisme. Et Dieu sait ce qu'on vient de fêter les 10 ans du 13 novembre. Dieu sait si les victimes de terrorisme en France sont respectées. Nous sommes les mêmes, ce sont nos frères, vous savez, les gens du 13 novembre. Hein. J'ai plein d'amis, il se trouve que les familles du décédiste, je tenais à le dire aussi, elles ont créé l'AFVT, l'Association française des victimes de terrorisme. Ce sont les familles du décédiste qui ont créé cette association qui aujourd'hui prennent en charge toutes les autres victimes de terrorisme. Et on a l'impression que nous, les familles du décédiste, nous sommes dans un cas un peu à part. Nous sommes un peu des hystériques, des gens qui empêchons en fait les hommes politiques de s'exprimer. On nous met dans une case, dans un rôle qui est tout à fait malaisant. Et ce procès, en fait, en appel, je l'espère, va enfin nous redonner notre place et nous permettre à nouveau de nous exprimer, parce que nous allons encore une fois témoigner, ça c'est sûr. Alors Thierry Lévesque, il y a eu condamnation, il y a eu une première aussi, un président de la République qui se retrouve en prison, il y a eu une campagne de communication aussi de Nicolas Sarkozy qui écrit un livre. Comment vous expliquez que finalement ce qu'on vient d'expliquer ici dans ce récit ne percole pas tellement dans la société française que le récit de Nicolas Sarkozy, par contre, lui prend beaucoup de place? Il y a un fait toujours incontournable en France, c'est que M. Sarkozy est toujours un homme puissant. Les patrons de presse, Vincent Bolloré, Bernard Arnault, sont ses amis personnels. Il contrôle un certain nombre de médias audiovisuels écrits qui ont au moins passé sous silence ce procès, les éléments que je viens d'exposer, ou ont carrément pris son parti à travers une campagne d'éditoriaux fustigeant le système judiciaire dans son ensemble, qui lui en voudrait, qui chercherait à l'abattre, etc. Il l'a lui-même donc profité de cette vague pour publier un livre sur sa très brève détention, 21 jours, qui a dressé en quelque sorte un rideau de fumée entre lui et les accusations qui pèsent sur ses épaules. Il a toujours une partie de l'opinion qui le suit, puisque ce livre s'est vendu actuellement à plus de 200 000 exemplaires. Donc il y a véritablement une bataille, et nous, dans Mediapart et d'autres médias, les jours pour lesquels je travaille, d'autres médias, on a essayé de faire valoir les faits, tout simplement. On n'est pas des ennemis de M. Sarkozy. Nous, on est des journalistes, on veut juste que le public sache les faits.
et les faits qui ont été écrits dans un jugement après un procès de 3 mois où M. Sarkozy a pu faire valoir tous ses arguments, a pu se défendre pleinement. Les faits sont incontournables. Il les reconnaît lui-même, ces rencontres. Bien sûr, il dit que Hortefeux et Guéant, ils ne savaient pas qu'ils étaient allés en Libye. C'est ses 2 plus proches collaborateurs pendant une décennie pratiquement. Donc c'est impensable. En plus, c'est M. Sarkozy qui est nommé dans le fameux carnet intime de Choukri Ghanem que je dis. Donc le tribunal a considéré que tout ça était établi. Mais lui-même, bien sûr, garde cette puissance de feu pour laisser penser à l'opinion que tout ça est une invention. Et donc, en réalité, le combat judiciaire est en quelque sorte journalistique, si je puis dire. Non pas contre M. Sarkozy, mais pour que les faits soient transmis à l'opinion, continue avec le procès en appel. Merci beaucoup Daniel Klein d'avoir été avec nous pour raconter cette histoire. Merci aussi Thierry Lévesque d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez journaliste, notamment indépendant, mais vous avez écrit pour lesjours.fr. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.